Et puis aux États-Unis, Donald Trump assure avoir demandé à Benjamin Netanyahou de ne plus frapper les structures énergétiques en Iran. Il l'a dit lors d'une conférence de presse alors que la première ministre du Japon est en visite en ce moment même à la Maison-Blanche. Direction New York, on retrouve notre correspondante Émilie Musset. Émilie, on peut dire que c'est une sorte de rétropédalage puisque Trump, au contraire, menaçait de frapper ces infrastructures énergétiques en Iran. Et là, il dit que la consigne, c'est de ne plus le faire. Oui, alors Donald Trump semble aujourd'hui essayer de se montrer rassurant sur deux plans, sur le plan militaire et sur le plan bien sûr économique, alors que le baril de pétrole s'envole durablement au-dessus des $118 le baril. Il a affirmé, interrogé tout à l'heure dans le bureau ovale, il a affirmé ne pas envoyer de troupes au sol, ne pas déployer de boots on ground selon l'expression consacrée, une position assez ferme mais qui vient mettre fin, en tout cas suspendre les interrogations récentes, alors que plusieurs sources affirmaient que les États-Unis étudiaient l'envoi de troupes au sol dans la région. Le président essaie de rassurer, car sur le plan économique, les 3 semaines de guerre commencent à coûter très cher aux États-Unis, à peser très lourdement sur les marchés, et la pression monte sur l'économie mondiale. Donald Trump veut se montrer rassurant. Il a redit ce sera bientôt terminé. Je rappelle que depuis le début du conflit, les prix du pétrole ont bondi de plus de 50%. Et Pete Hegseth, le chef du Pentagone, auparavant justement a déclaré que les États-Unis n'avaient pas de calendrier défini ni de délai fixé pour la fin des opérations militaires. Le Pentagone a prévu d'ailleurs de demander 200 milliards de dollars à la Maison-Blanche. On écoute Pete Hegseth. Il faut de l'argent pour tuer les méchants. Donc on retourne devant le Congrès et notre majorité pour s'assurer que nous sommes suffisamment financés pour ce qui a été fait et pour ce que nous aurions à faire à l'avenir, pour que les munitions, pour que tout soit de nouveau rempli. Et pas seulement rempli d'ailleurs, mais même au-delà. Le président Trump, il l'a dit lui-même, a reconstruit l'armée lors de son premier mandat. Il ne pensait pas qu'il aurait à l'utiliser de manière si dynamique pendant son second mandat, mais c'est le cas. Oui, Émilie, elle coûte cher cette guerre. Elle coûte extrêmement cher, 200 milliards de dollars, c'est 185 millions d'euros environ. Et le sénateur de l'Arizona, Ruben Gallego, l'a rappelé sur X juste après cette déclaration. Au plus fort de la guerre en Irak, il rappelle que la guerre coûtait 140 milliards par an. Imaginons, avec 200 milliards, les États-Unis peuvent se préparer à une guerre qui dure. Alors cette enveloppe de 200 milliards est à mettre en rapport avec le budget de la défense que Donald Trump a appelé à porter à 1500 milliards de dollars pour rebâtir, en tout cas renforcer la première armée du monde. Nul doute que ce budget très important fera débat politiquement ici aux États-Unis. Merci Émilie. Émilie Musset en direct de New York. Et puis conséquence toujours de cette guerre au Moyen-Orient, le détroit d'Ormuz toujours bloqué, ce qui perturbe fortement les exportations de pétrole, de gaz, mais aussi d'engrais, des engrais qui sont fabriqués à partir du gaz. Si cela dure, ça devrait représenter un véritable problème pour la production agricole et donc pour la sécurité alimentaire mondiale. Thibaut Francesquet. C'est une autre conséquence de la guerre en Iran, la pénurie d'engrais. Car pour fabriquer des engrais azotés, très utilisés par l'agriculture, il faut énormément de gaz naturel. Or, 20% du gaz naturel liquéfié mondial passe par le détroit d'Ormuz, aujourd'hui bloqué. Un tiers des engrais utilisés dans le monde y transitent, car certains sont directement produits dans le Golfe. Le cours de l'urée, principal engrais, a augmenté de 40%. Au nord de Berlin, en Allemagne, cet ingénieur agronome exploite des champs de blé et de colza, et c'est en ce moment que ces cultures ont besoin d'engrais. Nos cultures ont connu une bonne croissance ces 14 derniers jours. Celles qui sont en plein champ ont désormais besoin d'azote, et le plus tôt sera le mieux, afin de prendre un bon départ, ce qui les renforcera en vue de la récolte prévue, au plus tard cet été. Sans engrais, les récoltes à venir sont en danger. Si nous ne soutenons pas nos cultures avec de l'azote pendant la phase de croissance précoce, au moment clé où les bases du rendement et de la qualité se déterminent, nous n'aurons aucun rendement, ou un rendement considérablement réduit, et la qualité ne sera pas suffisante pour produire de la farine de blé. C'est là le problème. En France, la plupart des agriculteurs ont des réserves, mais ce n'est pas le cas partout. Si les blocages en Iran perdurent,
la sécurité alimentaire mondiale est en danger. Dans le pire des cas, il y aura des rendements plus faibles et des mauvaises récoltes la saison prochaine. Dans le meilleur des cas, la hausse des coûts de production se répercutera sur les prix des denrées alimentaires l'année prochaine. Les produits alimentaires ont déjà connu une forte inflation depuis 2021, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Après une accalmie, les prix pourraient remonter en flèche. On parle encore des conséquences de cette guerre au Moyen-Orient sur les prix, et notamment sur les prix de l'énergie. C'est tout de suite en écho. Avec Faiza Younzi. Bonsoir Faiza. Bonsoir Stéphanie, bonsoir. Le prix du gaz qui bondit, le prix du pétrole, eh bien ça a des conséquences sur le prix de l'énergie, sur la facture d'électricité. Absolument. Alors d'abord, le prix du gaz, il s'est littéralement envolé aujourd'hui à la suite de frappes aériennes iraniennes qui ont ciblé des sites énergétiques dans les pays du Golfe. Donc la conséquence immédiate, ça a été cette envolée du cours du gaz. Il a fait un bond jusqu'à $35 le kilowattheure tout à l'heure dans la journée avant de redescendre. Il n'empêche, si on regarde depuis le début de l'année, il a plus que doublé. On est passé d'un tarif à moins de 30 € à un pic de 70 € tout à l'heure dans la journée. Quant au pétrole, on l'a vu en plus tout à l'heure, il a touché les 110 € tout à l'heure pour le baril de Brent. On pourrait se croire à l'abri de ces fluctuations grâce au parc nucléaire français, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, alors en Europe, le prix de l'électricité sur le marché de gros est souvent lié au prix du gaz naturel. Quand le gaz est cher, ça entraîne une hausse automatique du prix de l'électricité, même si l'électricité est produite par des centrales nucléaires et qu'elle est produite à bas coût. On utilise un système de marché avec le principe du coût marginal. Je vais essayer de faire simple. Tous les producteurs d'énergie proposent leur électricité à un certain prix. On les classe ensuite du moins cher au plus cher. Alors on a d'abord les énergies renouvelables, l'hydraulique, le nucléaire et le gaz. Ensuite, on regarde quelle est la demande d'électricité. On prend les sources les moins chères et on arrive progressivement aux autres jusqu'à couvrir toute la demande. Et c'est là que tout se joue, vous l'avez compris, puisque la dernière ressource qu'on utilise va peser sur le prix de gros et c'est souvent une centrale à gaz. Donc quand le prix du gaz, eh bien, c'est le prix de toute l'électricité qui augmente. Vous l'avez compris, on ne fait pas une moyenne. Alors en France, ça ne ressort pas forcément sur votre facture parce qu'il y a un dispositif qui protège le consommateur d'une trop grande volatilité de ses cours. Est-ce qu'on pourrait se retrouver dans la même situation qu'il y a 4 ans, au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, au moment où le gouvernement avait déployé d'ailleurs son bouclier tarifaire? Oui, alors rappelez-vous, c'était à peu près le même scénario. Le cours du gaz avait bondi puisqu'on s'approvisionnait auprès de la Russie avec un gaz qui était bon marché, mais cette fois-ci, c'est un peu différent car le parc nucléaire français, il n'est pas dans le même état aujourd'hui qu'à l'époque en 2022. À l'époque, il était loin de fonctionner à plein régime. Cette crise énergétique tombait à un mauvais moment puisque la disponibilité du parc nucléaire français était historiquement faible, à 54% seulement. Au mois d'août, il y avait eu même un pic de 32 réacteurs à l'arrêt sur 56 à cause de problèmes de fissures notamment. 2026, aujourd'hui, la page est tournée, le parc fonctionne à plus de 75% des capacités. Alors bien sûr, attention à l'inflation. Et oui. La BCE vient de relever ses projections et prévoit désormais une inflation pour cette année à 2,6%, alors qu'elle prévoyait avant le conflit au Moyen-Orient une inflation en dessous des 2%. Dans l'hypothèse la plus défavorable, l'inflation pourrait grimper jusqu'à 4,4% cette année, puis 4,8% en 2027. La patronne de la BCE, Christine Lagarde, a souligné tout à l'heure que l'impact de la flambée des cours de l'énergie, évidemment, dépendrait de l'intensité, de la durée de la guerre, mais aussi de la manière dont cette flambée des coûts allait se répercuter sur les prix à la consommation. Alors évidemment, c'est un frein pour la croissance. On ne sait pas encore dans quelle mesure ça va peser, mais d'ores et déjà, la Banque centrale européenne a abaissé ses prévisions de croissance pour la zone euro à 0,9% contre 1,2% auparavant pour cette année. Et là aussi, si le conflit s'enlise, la croissance pourrait retomber jusqu'à 0,4% en 2026. Évidemment, c'est un scénario pessimiste, le plus pessimiste. Et ces prévisions et ces craintes, en tout cas, sur la flambée des prix de l'énergie, continuent de peser sur les bourses européennes. Elles avaient déjà fini dans le rouge hier. Aujourd'hui, c'est la même chose. Clôture en forte baisse. Paris a cédé plus de 2% et Francfort quasiment 3%. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur l'impact de la guerre au Moyen-Orient, l'impact économique. Merci beaucoup, Faiza.